la transparence est subjectif parce que le grand public va s'attendre à énormément d'informations tout de suite. Tant qu'ils n'ont pas eu l'impact direct sur le porte-monnaie ou sur leur vie privée, rien ne va changer. Moi, ce qui m'a vraiment gêné dans cette fuite de données, c'est pas la fuite de données en soi, parce que ça arrive à tout le monde. La communauté cyber n'accablera pas une entreprise qui communique. La gestion des mots de passe, ça ne doit plus être un sujet. Aujourd'hui, casser un mot de passe, on peut le faire avec le téléphone. C'est parfois compliqué de passer son permis de conduire digital, mais mine de rien, ce serait quand même valable et applicable à tout le monde. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec l'ASPAS. On va parler d'un sujet d'actualité, on en parle tous dans cet écosystème de la cybersécurité, c'est celui de la fuite des données à répétition et compromission des identifiants. Qui est le vrai responsable? Et ce qui, finalement, vous a fait poser plein de questions puisqu'on a vu vos commentaires sur les réseaux sociaux. Avec nous ce soir, 4 experts qui vont débattre entre eux, échanger avec moi, échanger également avec vous et je vais leur laisser la main pour pouvoir se présenter dans un premier temps. Et je commence avec Gwendoline. Bien, bonjour à tous, moi c'est Gwendoline, je suis responsable des alliances et des partenariats chez l'ASPAS. J'ai aujourd'hui un peu plus de 10 ans d'expérience dans la tech, je suis une ex-Google, une ex-Indeed également, et ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je suis dans la cybersécurité et je suis ravie de vous apporter ma contribution pour discuter des compromissions de données et des identifiants aujourd'hui avec nos autres experts autour de cette table. Merci. Hervé? Donc, bonjour à tous, donc, pour ma part, Hervé Hameau, je suis le directeur associé d'Aconis. Donc, Aconis, c'est un cabinet de conseil et d'intégration de solutions de cybersécurité en France et en Europe. Et on intègre notamment des solutions en lien avec tout ce qui est gestion des identités et des accès. Et moi, ça fait à peu près une petite dizaine d'années que je suis dans la cybersécurité sur différentes activités de conseil et d'intégration. Ayman? Bonjour à tous, Ayman Fitati, directeur de la sécurité des infrastructures chez le groupe Accor. J'ai 15 ans d'expérience dans le cloud et depuis 2017, je fais de la sécurité dans le cloud et la certification des systèmes d'information par rapport aux différents standards. Et aujourd'hui, on va parler de la fuite des données avec toi, Yasmine. Exactement. Et Antoine? Antoine Ancel, CISO Groupe Suez. Je ne donnerai pas le nombre d'années d'expérience. Je fais partie des anciens, je dois être le plus ancien. Donc, à plus de 40 ans d'expérience, on commence à avoir un petit peu de bouteille. Sur la cyber, on va compter à peu près 25 ans. La protection du patrimoine informationnel, je préfère cette expression-là. Et l'un de mes sujets favoris, l'un de mes dadas, les identifiants notamment, mais pas que. Eh bien, merci d'être avec moi ce soir. Vous imaginez bien ma première question, je pense que le public également, puisque c'est dans l'actualité, c'est la question des fuites de données dont a été victime Free. Puisqu'on compte près de, donc ce qui s'est passé le 17 octobre, une fuite de données qui est massive et qui d'ailleurs a été revendue à près de 175 000 $ sur les réseaux sociaux. Et dans ces données-là, on retrouve notamment les IBAN, les noms, les prénoms, donc quand même des données assez sensibles. Et ma première question était déjà de vous demander qu'est-ce que ça représente pour une victime, finalement, d'avoir ce genre de données à l'extérieur, quelles sont vraiment les conséquences. Moi, je suis tombée sur une histoire un peu incroyable, je ne sais pas si vous la connaissiez, pendant que je recherchais sur cette table ronde, je suis tombée sur l'histoire de William Wood qui s'est retrouvé à justement avoir ses données volées. Des contrats ont été signés en son nom. Pendant des années, il a voulu réfuter cette histoire en disant que ce n'était pas lui. Il a fini en prison et en hôpital psychiatrique. C'est vraiment le cas horrible, je pense. Mais bon, ça donne un peu une idée de jusqu'où ça peut aller lorsqu'on a des fuites de données sensibles. Mais je voulais votre avis, me dire un petit peu quelles sont les conséquences concrètement. Il ne faut pas aller loin pour chercher des exemples aux États-Unis, parce qu'on a connu une étudiante lilloise de 22 ans qui s'est fait voler son portefeuille dans le métro, qui s'est retrouvée fichée à la Banque de France avec un préjudice d'à peu près 60 000 €. Aujourd'hui, la fuite des informations personnelles entraîne beaucoup de problèmes pour la personne concernée, bien évidemment, et peut aller très loin, comme tu l'as souligné. Les gens peuvent finir dans des situations vraiment très critiques et peuvent être touchés vraiment dans leur quotidien.
Je vais me permettre de rebondir, parce que dans la question de Yasmine, il y a quand même un terme relativement intéressant, c'est de parler de victime. Qui est la vraie victime? Est-ce Free ou celui dont on a volé les données? Effectivement. Fondamentalement, je pense que c'est celui dont on a volé les données. Free n'est que le vecteur. Et peut-être que ça va impliquer un certain nombre de détournements, de tentatives de fraude bancaire, de prélèvements abusifs, etc. Mais mine de rien, c'est quand même le client final qui est la vraie victime, c'est pas Free. Alors, au risque de faire un peu polémique, moi je suis... On est là pour ça. Je pense. Je suis d'accord et pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a de nombreuses brèches et fuites de données qui ont lieu quotidiennement. De très nombreuses organisations aujourd'hui sont la cible de ces attaques par différents attaquants, par différents groupes ici sur le web. Et lorsque l'on parle de la victime, qui pourrait être en effet l'utilisateur du web ou l'utilisateur, le client de l'organisation qui a été attaquée, eh bien, est-ce vraiment une victime? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui tous, en tant qu'utilisateurs du web, responsables des données que l'on met à disposition d'entreprises, même si on est client de ces entreprises-là? Parce que, et encore une fois, au risque de faire polémique, je reviens sur le Mother of All Breaches. Je pense qu'ici, on est tous au courant autour de cette table de ce que c'est. Donc, ces informations, aujourd'hui, plus de 26 milliards de données qui sont aujourd'hui disponibles sur le Dark Web. On le sait depuis le mois de janvier. On a également le ROCU 2024, la nouvelle liste qui possède aujourd'hui plus de 10 milliards d'identifiants compromis à travers le monde. Cette liste qui a été récemment mise à jour cet été, en mettant à jour les informations qui étaient déjà disponibles en 2021. Aujourd'hui, chaque utilisateur du web est responsable des données qu'ils ont en ligne, tout simplement parce que l'on sait qu'on parle des vols d'identité, c'est le cas en l'occurrence que l'on peut voir ici. Eh bien, l'attaquant, lui, va être opportuniste. Il va rassembler un nombre de données qu'il a à sa disposition. Aujourd'hui, ces informations sont disponibles sur le Dark Web. La majorité des utilisateurs du web ont voire de très nombreuses informations, de très nombreuses données à son sujet disponibles sur le Dark Web. Doit-on vraiment attendre que Free soit attaqué pour s'en rendre compte? Ou est-ce qu'on n'a pas justement déjà la connaissance des vulnérabilités que l'on peut avoir suite aux différentes brèches qui ont déjà existé, qui ont déjà eu lieu dans le passé? Oui, alors moi je partage l'avis de tous. Après, si je peux apporter un commentaire, enfin, je pense que tout le monde est victime dans cette histoire. Déjà, le particulier qui va se voir souscrire potentiellement un emprunt à la consommation parce que son RIB s'est retrouvé sur Internet malgré lui. Mais pour autant, Free, dans cette histoire, je pense, a mis en place différents mécanismes pour chiffrer les données, pour sécuriser. C'est hyper complexe, on le sait tous autour de cette table, de sécuriser un SI. Et chacun est victime à sa façon. Donc forcément, le particulier, comme j'ai expliqué, lui, ça va être assez compliqué. Mais pour Free, c'est aussi compliqué en termes de perte d'image, en termes aussi en interne, parce qu'il y a toujours un petit peu de casse en interne par rapport à ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de réponse hyper tranchée. Alors, ça fait une réponse un peu de Normand, mais tout le monde est un petit peu victime. Il ne faut pas oublier non plus qui attaque derrière. Donc, il y a d'abord un attaquant et après, il y a des victimes. Et voilà, mais justement, Free, elle est, à un certain moment, elle est responsable de la sécurisation des données de ses clients. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, quel est le vecteur d'attaque? Parce que si c'est un vecteur d'attaque interne, aujourd'hui, on ne sait pas comment ça s'est produit, cette fuite de données. Mais si c'est un vecteur interne, c'est un insider, Free n'y est pour rien. Parce qu'en fin de compte, c'est des gens mal intentionnés. Voilà. Donc, pour vraiment définir la responsabilité ou la limite de la responsabilité, il faut connaître les faits et qu'est-ce qui a mené à cette fuite de données. Est-ce que c'est Free, elle a laissé des serveurs qui étaient exposés sur Internet sans protection? Ou est-ce que tout était d'équerre, tout était protégé, mais il y a un insider? Et forcément, quand on parle d'un insider, on ne peut pas parler vraiment d'une vraie attaque. C'est plus du vol, si on peut, mais ce n'est pas une intrusion. Je vais rebondir sur ta remarque. C'est non seulement du vol, mais c'est avant tout un business. C'est un véritable business.
Ils sont extrêmement bien organisés, c'est complètement industrialisé, c'est de l'exfiltration de données, que ça vienne de l'intérieur ou par effectivement de la surexposition, de l'exploitation de vulnérabilité, peu importe, c'est un business. Et ils sont là pour faire du fric et ils en feront, sans nul doute. Ma remarque sur victime était volontairement tout à fait provocatrice, et je rejoins complètement ton point. Ce qui m'ennuie dans cette posture, d'une certaine manière, de reporter toute la responsabilité sur l'utilisateur et son manque de précaution, son manque de prise de conscience des enjeux de ce qu'il publie sur Internet, et on le voit même sur ce que l'on publie sur Facebook. Non, c'est plus Twitter, c'est X. Ça me fait toujours marrer ce nom. Ou n'importe quel média, LinkedIn, Co. Une fois que c'est publié, c'est terminé, ça ne nous appartient plus, c'est dans le monde du net. Maintenant, un login mot de passe. Le fait que votre fournisseur, que ce soit Free, EDF ou autre, réclame un certain nombre d'éléments probant la pièce d'identité, l'IBAN, le RIB, etc. On a tout dématérialisé sans parfois complètement mesurer l'impact que cela peut avoir, et on le fait naturellement. On n'a aucun message d'avertissement en disant attention, nous n'allons pas stocker vos données, nous allons les enregistrer certes, mais on va faire en sorte d'appliquer les mesures nécessaires et suffisantes pour assurer leur protection dans leur ensemble. C'est parfois compliqué de passer son permis de conduire digital, mais mine de rien, ce serait quand même valable et applicable à tout le monde. Alors justement, moi je trouve que ce débat, ça apporte une autre question, c'est celle de qui ? Parce que d'un côté, on se pose la question de savoir si la victime, c'est effectivement celle qui a perdu ses données, si la victime, c'est l'entreprise qui s'est fait attaquer. Mais quand on pose cette question-là, on se retrouve dans la situation où vous allez avoir des entreprises qui peuvent avoir honte, justement, de communiquer sur une cyberattaque lorsqu'elles se font attaquer. Donc, qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises-là? Est-ce qu'elles communiquent? Est-ce qu'elles ne communiquent pas? Est-ce qu'elles doivent avoir honte? Parce que voilà, je trouve que c'est un peu complexe comme positionnement. On n'a pas le choix. Il faut communiquer. Mais quand on voit le stigma qu'il y a autour... Alors, moi, je pense que la communauté cyber n'accablera pas une entreprise qui communique. Je pense que, voilà, bien au contraire. On sait qu'aujourd'hui, on est tous des experts de la cybersécurité, on sait bien qu'il est extrêmement important pour nous dans la communauté d'être extrêmement transparent, de partager aussi rapidement. C'est aussi un apprentissage pour l'entreprise elle-même, mais aussi pour les autres entreprises de la communauté qui pourraient apprendre d'une brèche, qui pourraient apprendre justement d'une vulnérabilité dont ils n'avaient pas connaissance. Je pense que c'est extrêmement important de communiquer, et au contraire, la honte ne devrait pas exister. La honte vient finalement, et plutôt le blâme entre guillemets vient des médias plutôt que des autres entreprises. Oui. Et c'est vrai que c'est la plus grande problématique, et c'est la raison pour laquelle les entreprises ont peur de communiquer, parce qu'on sait très bien que même lorsqu'elles communiquent, et nous chez l'ASPAS on a eu le cas en 2022 où malgré le fait que nous ayons communiqué, les médias ont repris, modifié, changé le message et ensuite publié des informations sur le web. Et donc c'est vrai qu'il est extrêmement difficile de maîtriser on va dire le cheminement de la communication lorsque l'on a une attaque, et c'est peut-être ça qui fait peur aux organisations. Maintenant, la honte, non. Au contraire, encore une fois, comme je le disais, l'apprentissage ici est beaucoup plus important que la honte, et le soutien de la communauté cyber ici fait foi pour avoir envie de communiquer. Je pense que là où, on parlait de la presse, et là où le public va être extrêmement dur et va juger de manière assez forte, c'est qu'on parlait de clients Free qui souhaitent attaquer Free parce que les données ont été mises à disposition. Et donc maintenant, on souhaiterait demander réparation pour ces données. Mais maintenant, on peut aussi se poser la question, est-ce que l'on va devoir attaquer Microsoft, Facebook, LinkedIn, Boulanger, Truffaut, SFR? On a énormément de cas ici d'attaques cyber qui ont mené à des fuites de données, à des données personnelles de ces clients, et donc du peuple français en l'occurrence, lorsqu'on parle notamment de France Travail, avec plus de 33 millions de données subtilisées juste cette année, en début d'année. Donc à peu près tout le monde, à peu près tous les adultes en France aujourd'hui. L'idée ici, c'est de savoir, eh bien, pour l'organisation, et je suis d'accord avec toi Antoine, pour l'organisation, c'est extrêmement important de protéger l'organisation, de protéger les données des clients.
comme tu le mentionnais, qu'est-ce que l'entreprise a vraiment pu mettre en place ici? Qu'est-ce qu'elle n'a pas mis en place pour protéger ses données? C'est peut-être ici la question à poser, parce qu'on sait que plus de 60% des attaques proviennent de l'intérieur, extrêmement difficile à détecter, mais aussi plus de 80% des attaques sont liées à des identifiants compromis. Et on sait que la problématique de l'identifiant ici, c'est les mots de passe réutilisés, anciens, mais bien évidemment peut-être déjà disponibles sur le dark web. Et c'est là aussi on va avoir, on revient un peu à la responsabilité peut-être, mais de l'utilisateur qui, lui, a aussi besoin d'identifier quels sont ces identifiants qui ont peut-être été subtilisés dans le passé, et pourquoi pas en utilisant un outil de monitoring du dark web qui va permettre justement d'identifier quelles sont ces vulnérabilités pour ensuite pouvoir protéger sa personne et l'organisation. Ouais. Alors, vas-y, après je poserai une question publique. Juste un point, je partage complètement ton propos. Il y a juste un sujet, c'est de ne pas tomber parfois dans la naïveté, parce que nous, en tant qu'intégrateur, on arrive parfois chez des clients qui partent de très très loin. Donc, faut-il avoir honte? Non. Et en plus, on parle à une communauté de personnes qui sont initiées à la cyber, donc on fait plutôt ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais nous, on arrive parfois chez des clients qui partent de très très loin. Alors, je ne parle pas des très grands groupes, parce qu'il y a aussi un certain nombre de compliance, des choses qui sont mises en place, mais qui sont quand même compliquées à mettre en œuvre. Mais vous arrivez dans des ETI, PME, vous avez un responsable SI qui se retrouve responsable cybersécurité, qui doit composer avec un budget et un top management qui n'est pas hyper sensibilisé à tous les sujets de cybersécurité. Le jour où ça arrive, c'est compliqué de ne pas avoir un petit peu honte, parce qu'on n'a pas mis en place les mécanismes, la double authentification. Maintenant, ça doit plus être une question, il faut l'avoir. La gestion des mots de passe, ça doit plus être un sujet. Donc il y a quelques fondamentaux comme ça qu'il faut mettre en place, qu'il faut avoir. Et effectivement, si on se fait attaquer, qu'il y a de la fuite de données et qu'il n'y a pas les bons mécanismes de base à mettre en place, là oui, on peut avoir un petit peu honte. Ça répond à la question, est-ce qu'on peut avoir un petit peu honte? Alors moi, ce qui m'a vraiment le plus gêné dans cette attaque ou cette fuite de données, c'est pas la fuite de données en soi, parce que ça arrive à tout le monde, mais c'est le fait que Free, elle a communiqué de façon... Elle n'a pas tout communiqué en même temps. Et donc ça laisse poser des questions sur les dispositions qui ont été prises en interne déjà avant l'attaque pour sécuriser. Et est-ce que c'est après, ça peut être un manque d'information ou autre chose, mais le fait de se rattraper sur la communication, déjà, ça, c'est... C'est vrai. Ouais. Le RSSI doit avoir un avis sur le sujet. C'est une remarque tout à fait pertinente. Maintenant, c'est pas simple. C'est pas simple pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a deux coms. Il y a une com grand public, on a eu un incident cyber, on s'est fait exfiltrer tant de terras ou tant de gigas de données, et éventuellement des données à caractère personnel. Puis il y a la communication vis-à-vis des clients. Ce sont deux coms différents. À partir du moment, oui, il faut communiquer, mais à partir du moment où on communique, on sait très bien qu'il y a eu une potentielle atteinte à l'image. C'est ce que tu exposais, Noline. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'organes de presse vont prendre ce qui les intéresse dans le communiqué de presse pour faire du buzz. Nos comments complémentaires. Mais une chose est sûre, c'est que quand on a identifié l'incident, le temps qu'on analyse correctement ce qui a réellement fuité, ce qu'il y a dedans, toute cette démarche, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça prend un petit peu de temps de s'assurer qu'il n'y a que cette exfiltration, il n'y en a pas eu d'autres, que le contenu, c'est juste les contrats des clients avec leurs IBAN, etc., etc. Et ça prend du temps, donc ça nécessite un certain délai entre... la détection de l'événement, j'ai pas dit l'événement, la détection de l'événement et la première com que l'on peut faire. Je rejoins aussi la remarque de Gwendoline, dans la communauté cyber, on est tous extrêmement bienveillants, parce qu'on est tous conscients que ça peut nous arriver demain. Bon. Même si on a mis tous les moyens de protection nécessaires et suffisants pour répondre à ce genre de situation. Tu citais effectivement les potentielles malversations internes. N'oublions pas qu'on a droit à l'erreur. Le gars qui est en prod va t'exposer le serveur parce qu'il a oublié
Ça arrive de temps en temps. Oui, mais là, ça ouvre d'autres débats sur la posture, le contrôle de la posture de sécurité, ça doit être fait quotidiennement, voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Je te rejoins, mais quand tu prends ta voiture et que tu conduis, tu es quand même en situation de vigilance par rapport à l'état de la route, à ce qui se passe. Quand on est sur du numérique, surtout un exploitant, un gars de prod, je ne parle pas du dev, mais au moins un gars de prod, il doit avoir la même attitude. La même attitude de vigilance par rapport à ce qu'il fait. Quand il met à disposition une VM, il doit faire gaffe à ce qu'il fait, de ne pas exposer. Quand il est en train de passer un nouvel environnement de prod, même chose, il doit prendre un certain nombre de précautions, il doit assurer vigilance. Alors justement, c'était une question que j'allais poser, donc ça tombe bien cette question de communication, parce que Free au départ donc, a communiqué en se voulant être plutôt rassurant et a justement omis de parler des IBAN. Finalement, le hacker lui-même et Saks ont décidé de le révéler sur les réseaux sociaux et sur Internet en disant qu'effectivement l'IBAN avait bien fuité. Et donc on a posé la question, donc avec l'Aspace on a fait un sondage, on a posé la question à la communauté, on leur a demandé, voilà, les fuites de données chez Free, est-ce que vous faites confiance à la transparence de l'entreprise sur sa véritable ampleur ? On a quand même 1851 votants avec 83% de personnes beaucoup, qui, oui, c'est beaucoup, qui disent non, qu'ils n'ont pas confiance. Et c'est vrai que c'est là où je pense où la communication a toute sa place, c'est-à-dire qu'effectivement, Antoine, tu l'as dit, ça peut arriver à tout le monde, on le sait. Donc c'est un peu la phrase de « le risque zéro n'existe pas ». Voilà. Mais ça va être de comment on gère sa communication, et plus on va être transparent, plus justement on va pouvoir d'une manière ou d'une autre peut-être regagner la confiance de ses clients, de ses partenaires. Là où quelque part, bon, Free, clairement, il y a eu un raté dans ça. Mais je comprends de ce que tu me dis, Antoine, c'est peut-être pas tant un raté qu'il faut attendre de faire un assessment. Peut-être que c'était une information qu'ils n'avaient pas alors, à ce moment-là. Peut-être. La transparence est subjective. Parce que le grand public va s'attendre à énormément d'informations tout de suite. Ouais. Et c'est vrai que lorsque l'on parle... Moi, je te coupe, mais les COMEX, c'est la même chose. Voilà. Il leur faut l'info tout de suite. Sauf que dans la réalité, eh bien, l'information n'est pas disponible tout de suite ou n'est pas encore divulgable parce que nous ne connaissons pas l'étendue du dommage. Et c'est vrai que communiquer une information à moitié ou erronée, parce que finalement, après étude, après justement avoir fait justement la réponse à la crise, à l'incident, on peut se rendre compte que finalement, ce que nous pensions n'est pas réel. Mais si nous l'avions déjà communiqué, c'est dramatique. C'est difficile de revenir en arrière. Exactement. Donc c'est vrai qu'il est extrêmement important d'avoir toutes les informations à disposition lorsqu'on fait une réponse à un incident avant de communiquer. Donc je trouve que déjà pour une organisation, informer le grand public de l'incident, de l'événement, c'est extrêmement important. C'est la première étape. Et le plus rapidement on peut le faire, mieux c'est. Et c'est ce qui devrait être gage de confiance. Je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public ? Eh bien, ça peut aussi vouloir dire prenez vos dispositions si jamais c'est un peu plus grave que ce que nous pensons. Finalement. Et pour le grand public, tout simplement, qu'est-ce qu'on leur demande ? Eh bien, c'est s'assurer de se protéger des attaques qui pourraient leur être ciblées, comme les phishing, les smishing, etc. On parle tout de suite de changer vos mots de passe. C'est un petit peu la première chose. Sauf qu'aujourd'hui, plus de 60% des utilisateurs du web ne changeraient pas leur mot de passe s'ils étaient attaqués ou s'ils savaient qu'il y avait une attaque dans laquelle ils auraient pu avoir des vulnérabilités, leurs données divulguées. Donc c'est vrai que c'est la première chose. Je pense que l'entreprise, en effet, doit communiquer. La transparence, en effet, je pense que c'est un sujet qui est assez particulier parce que l'entreprise veut communiquer, ne peut pas tout donner. Le grand public, lui, s'attend à un maximum d'informations. Puis il y a peut-être aussi la façon de communiquer entre je ne sais pas si Xavier Niel a pris la parole ou pas, mais de transmettre des messages à l'oral avec un peu d'émotion et puis des bons messages. Je pense que ça ne serait pas perçu de la même façon qu'un communiqué qui est peut-être paru dans la presse, qui a pu être interprété par la presse ou par les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose et qui ont juste vu ce qui les intéressait là-dedans. Donc il y a peut-être sur le format aussi. Alors je ne sais pas si c'est facile pour quelqu'un comme Xavier Niel de s'exprimer sur un sujet comme ça, mais peut-être ça peut aussi apporter de la réassurance sur le sujet de dire ce qui est fait derrière et pas un simple communiqué un peu laconique. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose dans des grosses entreprises comme Free ou autres, parce qu'aujourd'hui, on a un processus de gestion de crise cyber. C'est ça, je pense, la question qui se pose. Et quand on est face à une crise cyber, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Et si on n'a pas ce processus qui est clair et qu'on le sache que vis-à-vis de la législation, il faut annoncer, il faut faire, il faut communiquer dessus. Quand on est pris par surprise, ça devient, on se loupe généralement, où voilà, il y a de fortes probabilités de rater la com. Et comme je le disais, hein, rater une com suite à une crise cyber, c'est beaucoup plus Préjudiciable. ouais, c'est beaucoup plus dur que la crise en soi, parce que la crise elle est là, c'est bon. Donc maintenant, comment on peut réparer, comment on peut et si on va réparer par casser autre chose, qui est la com, qui est le plus important, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Je pense que les gens ne font plus confiance, entre autres, par rapport à la com qui a été faite, qui n'était pas complète. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien Free va perdre de contrats dans les 3 mois à venir. Et là, on aura réellement un vrai métrique. Bon, je pense qu'il n'en perdra pas. Et il n'en perdra pas, moi, je pense. Ouais. Même si, effectivement, on a peut-être... Je suis aussi client Free. Hein. T'as vérifié, Antoine? Oui, je regarde ça. Mais honnêtement, ça peut arriver. Là où je réagirais à ton propos, c'est que faut aussi réussir à négocier avec les directions de la communication de certains grands groupes. Et c'est effectivement une discipline dans laquelle je ne suis pas le meilleur. Et en cas d'événement important, d'un incident réel de cyber, convaincre la DIRCOM qu'il faut communiquer, que ça ne se fait pas nécessairement uniquement par un proforma, une note de communication, etc., mais de le faire d'une manière beaucoup plus simple, avec des mots simples, sans rien cacher, en retravaillant la transparence. C'est pas facile. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les poursuites légales qui ont lieu également. Bien sûr. Donc l'entreprise ne peut pas aussi tout communiquer, parce qu'on sait très bien que ça peut être tout ce qui est dit peut être retenu contre nous. Et je pense qu'il y a aussi cette partie-là. On ne parle pas seulement avec la direction commerciale de communication, mais aussi avec tout ce qui est avocats d'entreprise, qui font des recommandations, de ne pas partager trop d'informations tout de suite. Et donc il y a vraiment un timing qui entre en jeu ici. Tout ça induit un délai relativement important. On revient à la question du délai. Voilà. Entre l'événement et quand on communique, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans la chaîne. Faut pas les oublier. C'est pas juste. Alors justement, moi j'ai une question du public, mais vous n'avez peut-être pas la réponse, mais je la pose au cas où. Il y a quelqu'un qui demande, Michael, bonsoir. Donc une question aux invités. Pourquoi y a-t-il eu une lettre de plainte à la demande de la CNIL sur cybermalveillance.gouv.fr pour la fuite via Médis Almeris et pas cette fois sur la fuite Free? Est-ce que c'est des infos que vous avez? Est-ce que vous avez une hypothèse? Joker. Nous, peut-être la CNIL a peut-être des informations que nous on n'a pas, pour le coup. D'accord. Ça, c'est possible. Et peut-être que c'est peut-être mieux chiffré dans ce cas-là que ça a pu l'être dans d'autres. Elle a porté plainte pour la fuite des données d'Amélie. Voilà, il y a eu une lettre alors il y a eu une lettre plainte à la demande de la CNIL sur cybermalveillance.gouv.fr pour la fuite de Via Médis et Almédis et pas cette fois sur la fuite Free. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des informations qui ne sont pas encore disponibles au grand public. Ou le public et le privé. Voilà, public et privé. Public et privé, parce que la CNIL, entre autres, c'est l'entité de régulation des données personnelles un peu en France, mais qui fait aussi une espèce de conseil pour le public. Et une autre question qui se pose, que je me pose également, c'est, tu vois, tout à l'heure, tu disais, Ayman, qu'on ne savait pas trop, en fait. Pour l'instant, on ne sait pas d'où provient la fuite. Est-ce que c'est une erreur humaine? Est-ce que c'est une attaque, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise est obligée de communiquer lorsqu'elle le sait? Sur la typologie, une fois qu'elle le découvre? La typologie, non. Mais elle est obligée de communiquer sur la fuite de données. La fuite en elle-même, mais pas la cause? Non. D'accord. La cause, non. Donc, si c'est de leur faute, on ne le saura pas, quoi. S'ils ne veulent pas le dire, en tout cas. Ça se saura dans la communauté. Ouais, ça sera dans la communauté. Alors, autre question, quels sont aujourd'hui les impacts d'une fuite de données pour une entreprise? Donc, est-ce que vous avez des exemples? Moi, je partage à l'écran, notamment pour le public, un rapport d'IBM qui montre notamment que pour la France, depuis début 2024, on a eu jusqu'à près de 4,17 millions d'euros de coûts liés justement à un impact de fuite de données. De quoi c'est composé? Est-ce que les chiffres, ça vous paraît énorme ou pas? Et puis, en général, c'est quoi le coût d'une fuite de données pour une entreprise?
Les coûts à l'écran sont très justes, en tout cas pour la France. Et donc, d'ailleurs, on peut vraiment imaginer les pertes financières que ça peut être pour une entreprise, et notamment pour une petite entreprise. Il faut savoir que Cyber Security Venture estime que une fuite de données peut générer, ou du moins, les fuites de données vont augmenter de plus de 15% par an, et ce pour les prochaines années. Aujourd'hui, et tu le mentionnais Antoine, une fuite de données, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est un vrai business, les fuites de données aujourd'hui, ça représente plus de 1000 milliards de dollars, enfin du moins c'est ce que ça représentera en 2025. C'est-à-dire qu'on est sur des sommes qui sont absolument énormes, et en effet, je pense que les chiffres qu'on voit ici affichés sont assez corrects, à moins que vous ayez d'autres points de vue, messieurs. Alors les chiffres, elles sont correctes, forcément. Après, c'est quoi l'impact sur une entreprise? L'impact financier pourrait être très, très, très significatif si la CNIL estime que la fuite, elle était de la responsabilité de l'entreprise en soi parce qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires. Les mesures de sécurisation. Donc à ce moment-là, pour des données personnelles, on peut aller jusqu'à, corrigez-moi, 5% du chiffre d'affaires. 4% du chiffre d'affaires. Ça, c'est la loi. Déjà beaucoup. Ce qui est énorme. C'est pas sur le bénéfice, c'est sur le chiffre d'affaires. Après, il y aura l'impact sur l'empreinte digitale ou la réputation, si on veut dire, de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, on parle de Free, hein. Et bien évidemment, l'impact peut être encore plus loin si cette entreprise, elle fait du B2B. Donc l'impact va se répercuter sur ses clients B2B qui vont eux aussi, s'ils sont impactés par la fuite de données, qui vont demander des dommages et intérêts. Et donc voilà, oui, une fuite de données peut malheureusement mettre fin à une activité d'une entreprise. Oui. Ouais, peut-être pour compléter, il y a un coût humain qui n'est pas neutre. Typiquement, une personne qui va cliquer sur un lien parce qu'elle a reçu un mail avec un mauvais lien, cette attaque va faire en sorte que l'entreprise est bloquée, potentiellement elle va fermer. Il y a des personnes qui partent en dépression derrière. Enfin, il y a un coût humain qui n'est pas neutre. On ne se rend pas bien compte de tous les impacts humains qu'il peut y avoir d'une cyberattaque. Et ça peut être très malheureux. Et il y a des entreprises qui ferment et la malheureuse personne qui a cliqué sur le lien, c'est terrible pour elle. Alors qu'en fait, il y a peut-être un problème de sensibilisation, il y a peut-être un problème quelconque, mais c'est quand même dur comme peine. Et le coût humain est quand même pas neutre. Je pense qu'on peut parler aussi un peu de l'effet domino, parce qu'en effet, pour rebondir sur ce que tu disais, Hervé, en effet, il y a un coût humain, mais il faut aussi penser que pour les entreprises qui ne ferment pas, on va quand même avoir un impact sur le moral des employés. Parce que forcément, c'est une période extrêmement difficile à passer. Ça peut être notamment l'impact sur ce moral des employés va affecter l'entreprise parce qu'on va avoir un turnover qui peut devenir plus important, on va avoir une baisse de productivité, ce qui peut également de manière indirecte affecter également le chiffre de l'entreprise et augmenter les pertes financières. Donc les impacts sont très importants en termes financiers, malheureusement. Malheureusement. Yes. À tous les niveaux. Alors, Thomas pose la question, il dit « Les attaques par hameçonnage, phishing sont en constante évolution. Est-ce que la compromission des identifiants est plus due à la sophistication des attaquants ou aux lacunes de défense des entreprises ?» Alors, pour moi, par exemple, si je reçois un mail de phishing pour me dire connecte-toi sur Facebook pour gagner je ne sais pas quoi, un iPad. Voilà, un iPad par exemple. Bon, j'ai pas regardé le lien, j'ai pas fait attention, j'ai mis mes mots de passe. C'est Facebook. Même le Facebook propose plusieurs facteurs d'authentification. Peut-être aujourd'hui, un identifiant, un login au mot de passe, si la personne en soi n'utilise que un login mot de passe en tant que credentials ou accès, il y a un problème. Il y a aussi, parce que en 2024, on ne peut pas considérer un mot de passe comme suffisant. Voilà, c'est ça. C'est ça plutôt. Justement, Jean-Pierre faisait la remarque tout à l'heure, il disait, comme pour de nombreux sujets, nous sommes très en retard sur la formation. Elle devrait être obligatoire, très jeune, au même titre que la formation premier secours ou autre. Parfaitement en phase. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure autour du permis de conduire du digital. Le permis d'usage du digital, il est absolument indispensable. Je vous rejoins tous, hein, effectivement. Un certain nombre de nos identifiants, de nos moyens de connexion, d'authentification sur des sites grand public sont largement perfectibles et on devrait travailler sur du multifacteur. Maintenant, je vous invite à avoir une réflexion complémentaire. C'est que
dans une entreprise, là on n'est plus dans le grand public, on est bien dans l'entreprise, pouvoir intégrer de l'authentification forte, multifacteur, avec peu importe la solution, ce n'est pas toujours aussi simple pour les utilisateurs. On a un certain nombre de classes d'utilisateurs qui sont faiblement matures aux outils digitaux. Je travaille dans un secteur de l'industrie. Je suis désolé, mais les opérateurs de l'industrie, le digital, Ça fait deux. combien de fois ils checkent leur mail par semaine? Je dis même pas par jour. Hein. Combien de fois par mois? En fait, ils sont pas habitués à ça. De plus, tu nous disais effectivement que tu avais travaillé à une époque dans une société de télévision bien connue en France. Il y a un certain nombre de stations sur lesquelles on travaille et qui ne peuvent jamais être rebootées, déloguées, reloguées. C'est tout un cas de fonctionnement 24/7 où on ne peut rien faire d'autre. Comment fait-on pour introduire du multifacteur dans ce genre de situation? Quand on prend une régie télé, je suppose que ça doit être le cas derrière, et qu'elle tourne 24 heures sur 24, en 24/7, on ne va pas attendre les 10 minutes de reboot. Hein. Oui, alors attention, un deuxième facteur, ça ne veut pas dire un deuxième facteur d'authentification, ça ne veut pas forcément dire l'application qu'on a sur le téléphone. Ça peut dire une restriction d'IP, ça peut être un certificat, ça peut être on ne parle pas de multifacteur enforcer l'authentification ou les credentials. Ça, c'est important aujourd'hui, en 2020. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. Moi, j'ai eu le cas la semaine dernière. J'ai une personne que je connais, elle m'a appelé, elle m'a dit en fait, j'ai une petite Flybox voilà, pour Internet, avec un abonnement de 30 gigas par mois. On a craqué son mot de passe, Wi-Fi, et les gens consomment sans forfait. Voilà. Aujourd'hui, casser un mot de passe, mais on peut le faire avec le téléphone. On n'a plus besoin de gros serveurs qui vont tourner. Non, mais avec un téléphone, il peut casser un mot de passe. Le mot de passe, est-ce que c'est vraiment de la sécurité aujourd'hui? Voilà. Non. Seul, non. Ouais. Non, mais on est en là face. où je te rejoins, c'est qu'effectivement, dans certains métiers, on a besoin d'un modèle d'authentification radicalement différent C'est ça. et adapté aux usages du métier. Eh bien, on a peut-être un peu de réflexion à avoir pour mettre à disposition du grand public un mode d'authentification différent du login mot de passe, qui puisse être suffisamment individualisé. Ça peut être effectivement sur certains PC, laptops, le fingerprint, ça peut être peu importe, mais trouver des solutions alternatives adaptées à du grand public. Alors justement, je vais rebondir, même si ce n'est pas la question qui était juste après, sur cette question de mot de passe. Donc là, je vous partage à l'écran un article dont le titre est « Is it really possible to live without password ?» Donc moi, ma question est de savoir, très bien, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a d'autres modèles? Est-ce que le mot de passe n'est plus adapté? Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit se passer, notamment dans l'écosystème en termes de cybersécurité, c'est plus à jour? Qu'est-ce qu'on fait? Gwénoline? C'est mon sujet. J'aurais pas d'idée. Alors, c'est un sujet assez intéressant parce qu'on en parle déjà depuis longtemps maintenant. On en parle depuis longtemps. On a déjà commencé en 2012 avec l'introduction des données biométriques pour pouvoir se connecter, l'authentification renforcée qui a beaucoup changé. Et là, on se posait la question déjà, est-ce qu'on peut vivre sans mot de passe? Donc, ça remonte déjà à plus de 10 ans. Aujourd'hui, et je dirais peut-être en 2017, on revient avec l'alliance FIDO qui est arrivée, qui a été introduite pour justement, avec les renforcements d'authentification, encore une fois, sans mot de passe, pour pouvoir permettre tout ce qui est notamment le fameux single sign-on, le SSO dans les entreprises, avec toutes ces applications qui sont compatibles et auxquelles on peut se connecter tout simplement avec un identifiant plutôt que d'en avoir plusieurs par site ou application auquel on a besoin de se connecter.
Donc, on sait qu'il existe des manières de pouvoir se connecter sans le mot de passe, mais finalement, la connexion sans mot de passe, la connexion passwordless, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, ça dépend avec qui est-ce qu'on parle, qui est l'interlocuteur qu'on a en face. Est-ce que c'est Antoine, qui est l'expert de cybersécurité depuis 25 ans, ou est-ce que c'est ma mère ? Parce que clairement, le sans mot de passe pour un utilisateur lambda, eh bien, ça va tout simplement être, moi, j'aimerais ne pas le voir, le mot de passe. Donc, on ne le voit pas. On a différents sites, applications auxquels on peut se connecter sans voir son mot de passe. Alors, l'expérience utilisateur du web, c'est tout simplement lorsque le mot de passe est déjà préenregistré, par exemple, dans la fenêtre de session. Donc, finalement, je suis toujours connecté. Pour l'employé, ça va être, j'ai saisi mon mot de passe le matin en me connectant au bureau. Toutes mes applications s'ouvrent automatiquement parce que je suis en single sign-on. Je ne connais pas le mot single sign-on. Nous, on le connaît. Mais bien évidemment, c'est l'authentification sans mot de passe. Je n'ai pas besoin de ressaisir un mot de passe. Maintenant, pour l'expert cyber, le sans mot de passe, c'est lorsque le mot de passe n'existe plus. On le remplace complètement. Donc, si on nous demande ici autour de la table, qu'est-ce que c'est que le sans mot de passe, on va parler comme le mentionnait Ayman, ça va être l'authentification multifactorielle, ça va être la possibilité de se connecter avec une donnée biométrique ou une autre donnée que le mot de passe, la passkey, les passkeys, etc., qui aujourd'hui font leur apparition. Mais là, ça va demander une compatibilité technologique de pas seulement d'entreprise, mais de tous les sites web et applications auxquels on a besoin de se connecter pour travailler ou pour naviguer le web en toute sécurité. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à cette maturité technologique qui permettrait d'éliminer le mot de passe à 100%. Donc, j'ai envie de dire, idéalement, dans un monde parfait, peut-être dans 10 ans, nous vivrons sans mot de passe. Aujourd'hui, ce n'est pas encore technologiquement possible. Okay. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut vivre encore sans mot de passe ? Eh ben non. On a encore de belles années devant nous pour le mot de passe. À le subir. À subir. Parfait. Alors, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. En plus, en France, on aime bien se plaindre. Mais concrètement, quand on a une crise comme celle-ci, à quoi ça ressemble une journée pour un RSSI ? Parce que il y a quand même des équipes derrière qui travaillent. Et avant, justement, de répondre en tout cas à cette question, on va d'abord faire une petite pause dans laquelle, justement, on va revenir sur les 3 messages clés qui ont été énoncés pendant cette émission depuis le début, notamment pour le public qui nous a rejoint un petit peu en retard. Donc, c'est partagé sur l'écran. Donc, le premier message est: il y a des milliards de données de particuliers sur le dark web. Devrait-on vraiment attendre la brèche de Free pour parler de ce problème et sensibiliser les utilisateurs ? Le deuxième message, c'est: en cas de fuite de données, il est impératif que l'organisation concernée prévienne le public de l'incident. C'est un gage de transparence et permet aux clients de prendre leurs dispositions. Et le troisième message: lors d'une fuite de données, le grand public et les COMEX ont raison d'exiger de la transparence, mais ils ne doivent pas oublier que les experts cyber ont besoin de temps pour arriver à la racine du problème. Donc maintenant qu'on a fait cette petite pause pour rappeler justement au public les grands moments, on va dire, de cette première partie, j'aimerais qu'on discute justement de la gestion de crise, du quotidien d'un RSSI dans le cas d'une situation comme Free ou dans d'autres, parce qu'on a eu beaucoup cette année. Comment on fait ? Comment ils le vivent ? Antoine, comment vous le vivez ? C'est une bonne question. Alors, mon premier réflexe, c'est de dire comment on peut. Parce qu'on est un peu la tranche de jambon du sandwich, coincé entre un COMEX et des opérationnels. Donc, on le vit le plus sereinement et le plus calmement possible. Bon. D'une part, parce que ça ne sert à rien de reporter toute la pression sur les équipes techniques qui sont déjà largement sollicitées pour détecter l'ampleur de la fuite, le patient zéro, par où il est passé, où il s'est baladé, etc. Donc là, il faut quand même leur foutre la paix. Il faut subir la pression, effectivement, du COMEX qui dit « On en est où, là ? Tu me rappelles dans un quart d'heure. On arrête de jouer. » Il y a tout un apprentissage sur, je dirais, ces deux couches de tranches de pain pour leur apprendre à adopter les bons réflexes, la bonne posture. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, des exercices. Faire jouer les acteurs dans les différentes simulations de crise pour faire comprendre à un COMEX qu'il n'aura pas la réponse tout de suite, qu'une DIRCOM, eh bien, si on doit communiquer, même si c'est pas complet, il faut qu'il communique, point. Donner les éléments de langage en cas d'interview X ou Y et aux acteurs opérationnels de terrain, avoir des rôles correctement définis pour chacun et lors des exercices, les faire jouer.
ils aiment bien jouer. Mais bonne pression. Après, il faut prendre quelques vacances. Toujours. Et puis essayer de se protéger au maximum de la petite pression médiatique qu'il peut y avoir, surtout sur une société comme Free, qui est quand même une société connue. Parce qu'à peine l'information est connue, qu'en bas, il y a tous les journalistes qui sont là, qui demandent des informations. Et il faut se protéger de ça, parce que ça met encore une strate en plus en termes de pression. Et c'est très très compliqué pour les RSSI. C'est vraiment une source de pression qui est très dure. Pas pour toute l'équipe en fait, mais... Oui, il faut protéger l'équipe. Ouais, c'est ça, c'est vraiment protéger l'équipe en dessous, parce qu'il y a de la pression à tous les niveaux, à toutes les strates de l'entreprise, notamment dans les hautes sphères. Et ça, il faut savoir l'absorber, parce que pour traiter le problème, il faut que les personnes puissent travailler sereinement. Et donc, je pense que le rôle d'un RSSI, dans ce cas, c'est vraiment d'absorber la pression et de pouvoir gérer un petit peu toute la crise, quoi. Mettre un petit peu de sang-froid. Et justement, on en parlait tout à l'heure en se disant le risque zéro n'existe pas. Alors comment on va mesurer la résilience d'une entreprise? C'est une excellente question. C'est quoi la résilience? Justement, toi, qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est une question que je me pose, dans le sens où c'est quoi la résilience? Mais moi, je poserais une autre question. Vous demandez, votre question, c'est par rapport à la résilience d'une entreprise en termes de cybersécurité. Est-ce que toutes les entreprises ont des équipes cybersécurité? Effectivement, pas toute bonne question. Voilà. Qu'aujourd'hui, la résilience, et les 3 paliers de la résilience, anticiper, récupérer, maintenir, voilà, ça c'est pas vraiment la réalité aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises elles ont les compétences nécessaires? Est-ce que les entreprises, elles ont investi dans la cybersécurité? Parce qu'aujourd'hui, comme par magie, dès qu'il y a une fuite de données, on a le budget juste après. Mais on a plus qu'on le demande, quand même, pas parfois. Mais aujourd'hui, sur certaines entreprises, quand on va demander un budget pour sécuriser, en fait, c'est du best effort. Donc voilà. J'ai un exemple d'une entreprise avec qui on travaille. Ils sont un peu plus de 3000 aujourd'hui. Et leur équipe sécurité, c'est 2 personnes. Voilà, donc c'est vrai que lorsque l'on prend des entreprises, on en a énormément. En effet, les investissements ne sont pas là, les investissements en ressources humaines ne sont pas présents non plus. En comparaison, alors l'ASPAS, on est une société de sécurité. Aujourd'hui, l'ASPAS, c'est 900 employés et on a 60 personnes dans l'équipe sécurité uniquement. Et donc, je pense que l'investissement qui va être fait ici va être crucial, en effet, pour parler de cyber-résilience. Mais la cyber-résilience, finalement, pour l'organisation, c'est lorsque chacun va assumer sa responsabilité dans la sécurité de l'organisation. On parle de l'employé, on parle, bien évidemment, le RSSI, on n'en parle même pas parce que c'est sa mission, mais on parle également du COMEX. Donc, on parle ici de chacune de ces profils de l'organisation qui vont avoir un rôle à jouer dans la sécurité de celle-ci. Et pourquoi, en effet, le COMEX est extrêmement important? Eh bien, tout simplement parce que c'est eux qui vont décider et allouer les budgets qui va permettre par la suite de pouvoir protéger l'organisation. La cyber-résilience, finalement, encore une fois, c'est d'assumer la responsabilité à tous les niveaux. Je pense qu'une fois que l'organisation a bien compris cela et mis en place, en œuvre les différentes actions nécessaires pour ça, que ce soit la sensibilisation des employés, bien évidemment la détection de la menace, l'évolution, l'adaptabilité à la menace et aux nouvelles technologies, bien évidemment, mais en effet, la mise en place et le fait d'avoir les budgets pour pouvoir répondre à la menace et à l'évolution de la menace est extrêmement important. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que aussi, de l'autre côté c'est que le problème, c'est les TPE, c'est les toutes petites entreprises et les PME à taille assez réduite, là où un budget cyber, il est assez conséquent sur le chiffre de l'entreprise. Qu'aujourd'hui, pour protéger le tissu économique de la France, qui est basé surtout sur les TPE, il faudrait peut-être un accompagnement de l'État pour s'assurer, un accompagnement pour s'assurer que oui. Mais pas convaincu, Antoine. Non, l'État-providence, non. J'adhère pas complètement à l'État-providence. On ne peut pas en permanence reporter le sujet vers les organes d'État. L'ANSSI fait déjà beaucoup de choses, cybermalveillance.gouv fait quand même beaucoup de choses, et d'excellente qualité en plus. C'est marrant parce qu'en vous écoutant, pour moi, la cyber-résilience,
Mais quelque part, Gwendoline, tu disais tout à l'heure, c'est dans le cœur du métier du RSSI. On a inventé une expression. Bon, parce que quelque part, cyber-résilience, on n'en parlait pas il y a 2 ans. Hein, on a sorti ça d'un chapeau. Une fois de plus, on a fait une belle opération marketing, comme pour l'intelligence artificielle, qui existe quand même depuis plus de 30 ans. Et ce que l'on cherche à faire, c'est assurer la continuité et la survie d'une entreprise. Donc de mettre en place ensemble des mécanismes qui vont, la protéger, et ensuite, en cas d'incident, savoir réagir pour la remettre dans l'activité courante. Rien de plus. Mais je comprends un peu ce que disait Ayman, parce que finalement, si les petites entreprises, oui, pas d'État-providence, mais les petites entreprises n'ont quasiment pas les moyens. Alors, alors les deux, elles ont, je trouve, un manque de conscience complet pour certaines très petites structures. C'est-à-dire que la cybersécurité, pour avoir déjà discuté avec des petites entreprises, on me répond en fait, je ne suis pas une cible de choix, je n'ai pas d'informations confidentielles, mais ce sont eux-mêmes des prestataires de très grands groupes. Donc, c'est des chevals de Troie. Ça, ils n'en ont pas conscience. Donc, d'un côté, il y a un manque de conscience, mais il y a aussi un manque de budget, parce que ça coûte quand même quelque chose de la cybersécurité. Alors, donc, je comprends ce que tu dis, Ayman. Je te rejoins sur le fait du coût. Ça, si demain, tous nos fournisseurs nous faisaient tout gratis... Magnifique. Bon. Et là, on serait tous sécurisés. C'est pas réaliste. Je pense qu'effectivement, là où je vous rejoins, c'est que une TPE et même une ETI n'aura pas nécessairement les budgets nécessaires pour réellement assurer la protection de l'ensemble. Bon. Maintenant, d'un autre côté, on voit aussi fleurir un certain nombre d'offres de services unitaires. Je pense à certains opérateurs telco qui essayent de faire des choses pour proposer aux professionnels, aux TPE, des services qui puissent être entièrement packagés, transparents et à des coûts raisonnés. Là aussi, on n'a pas eu besoin de l'État pour ça. Là aussi, on peut trouver un certain nombre de solutions. Est-ce que j'en suis à faire la promotion des offres de Tartemouche ou de Toto? Non, mais il y a quand même des solutions qui existent pour protéger ses mails. Pour, si on fait appel à un Google ou un Microsoft, en payant le bon prix, pas le bas prix, le bon prix, on peut avoir un service de qualité correctement sécurisé. Bon. Et c'est la même chose sur les services de raccordement. Bon, on ne va pas aller mettre un firewall chez le vétérinaire du coin. D'accord. Mais en revanche, ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de services offerts par un opérateur X ou Y qui leur permettent de limiter au minimum les dégâts. Au moins d'assurer une baseline. Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être un manque de la part des médias de relayer ce type d'informations, qu'il y a des solutions qui existent pour se protéger soi-même par rapport à sa propre activité. Et je suis désolé, je vais être long. J'ai adoré le commentaire sur les tiers. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est mon deuxième dada, c'est la gestion des tiers. Ma plus grande vulnérabilité, c'est pas le gars en interne. C'est le petit tiers qui fait de la TMA, qui se connecte, qui se fait usurper bien sûr son login mot de passe, qui rentre, exploitation de vue, élévation de privilèges, et bon, ça y est, on a tout gagné. Bon. Mais justement, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de l'État-providence. C'est qu'aujourd'hui, je parle d'entreprise, mais je parle aussi du grand public, comme tout à l'heure, où la maman qui n'a aucune idée sur comment se protéger du mot de passe. Et aujourd'hui, nous, on n'a jamais vu des campagnes de communication de l'État pour dire attention, si on vous appelle, ne donnez pas vos accès. On n'a pas vu des communications de l'État pour dire les petites entreprises, il y a un centre d'expertise de cybersécurité, on a d'excellents experts chez l'ANSSI. Pardon ? Comme les publicités routières, finalement. Entre autres, c'est ça, c'est pour protéger le... Je ne suis pas complètement d'accord. Cybermalveillance.gouv a fait des flashs d'informations sur la protection de l'identité, sur la fuite de données, sur la nécessité de changer ses mots de passe. Je le sais parce que j'ai fait l'une de ces vidéos. Donc, et ils ont vraiment lancé une campagne
très large. Mais Sur typiquement- Internet, Sur Internet et sur les chaînes effectivement publiques. Ah, elles sont basées sur les chaînes ok. Oui, publiques. y compris sur les chaînes publiques. Ok. Sur justement, Internet, j'ai vu. Je ne savais pas qu'elles passaient. Elles sont ok. passées sur toutes les chaînes publiques. Parce que moi, j'en ai entendu parler, et la famille, bien sûr, s'est empressée de dire Tout le « Oh, monde- t'es à tout le la monde t'a télé !» appelé. Ah, ok, d'accord. Donc, Forcément. Mais c'est il ça. y a des Mais opérations. c'est l'awareness, Ouais, mais c'est un travail continu. Hein, parce que les attaques, elles sont de plus en plus sophistiquées. Oui. Elles sont de plus en plus poussées. Les hackers, bon, en fait, ils passent sa vie à trouver une faille, C'est son job. à C'est chercher son voilà, business. business, c'est un pas peu une job. course. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, qui va dire aux personnes vulnérables, aux petites entreprises qui font de la sous-traitance aux grandes entreprises pour, voilà, qui eux aussi emploient des gens, qui va les accompagner, qui va attirer leur attention surtout. On n'a pas besoin de loi, hein, on n'a pas besoin de leur dire vous devez faire ça. Mais il faut quand même attirer l'attention sur le fait que être piraté, ça peut se faire très facilement, aussi bien pour une entreprise que pour une personne physique, pour accéder à son compte et se faire Je des dirais encore virements. plus maintenant, depuis qu'on a vraiment une perméabilisation entre les sphères privées et les sphères professionnelles, simplement depuis la Covid, où on a vu la digitalisation du monde du travail, les mots de passe, voilà, identifiants mots de passe qui sont réutilisés à la maison, en entreprise et vice-versa. On voit ici, bien évidemment, qu'il y a une sorte de désensibilisation aussi face aux attaques. Alors, on a une digitalisation qui s'est faite de plus en plus importante, des attaques qui sont de plus en plus importantes, mais une sensibilisation du grand public ou du public en général, des employés qui n'a pas suivi, peut-être. Et je pense qu'à ce stade, on est vraiment, le risque, et c'est bien évidemment d'avoir toutes ces informations qui sont disponibles sur le dark web, mais on va aussi, là où ça va pouvoir affecter, alors ça affecte l'utilisateur de manière privée, mais ça peut affecter également l'entreprise. On pense par exemple à la brèche LinkedIn Dropbox, où un employé Dropbox utilisait ses identifiants sur LinkedIn, chose qui a créé ensuite la brèche chez Dropbox. Et donc c'est vrai que quelque part, on n'a pas assez conscience de l'utilisateur du web et l'employé de quelqu'un qui va ensuite avoir ses identifiants subtilisés, qui va créer la brèche, par exemple Toyota, parce que ça a été justement la brèche à cause d'un fournisseur tiers. Voilà. Donc je pense que ça, on repart toujours sur les mêmes sujets. Alors justement, tu avais utilisé un mot, donc je fais le bridge avec ma prochaine question, qui est celle de la désensibilisation. On en a eu beaucoup, je trouve, dans les médias, ou en tout cas, ce qui s'est produit beaucoup de fuites de données cette année. Cultura, Truffaut, Boulanger, maintenant Free, on peut remonter jusqu'à France Travail. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de finalement désensibiliser le grand public à ce type de fuites qui se disent finalement, bah bon, encore une, qu'est-ce que ça change? Surtout que j'ai découvert qu'il y avait des études qui montraient que suite à ce genre de fuite, les gens ne changeaient pas leur mot de passe. Ah non, mais c'est Nécessairement. sûr. Mais je pense qu'il peut y en avoir encore plein des fuites de données. Les gens ne vont pas changer leur comportement. Enfin, on fait beaucoup de sensibilisation quand même dans les entreprises, même dans les grandes entreprises. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent pour avoir des consoles de management, pour avoir des reporting. Il y a tout un tas de choses qui sont faites. Même il y a des campagnes de communication comme qui sont faites pour le grand public. Mais il faut être câblé pour recevoir l'information, l'intégrer et puis derrière la mettre en place. Il y a plein de gens chez Free qui savent aujourd'hui que leur IBAN il est sur Internet. Bon, ils le savent, ils vont critiquer un petit peu Free et ils passent à autre chose. En fait, tant qu'ils n'ont pas eu l'impact direct sur le porte-monnaie ou sur leur vie privée, rien ne va changer. Et je pense qu'on peut mettre toute la sensibilisation que l'on veut, tant qu'on n'a pas vraiment mesuré le problème. C'est plus un effet de un sujet de société finalement. Mais tu vois, moi je trouve ça fou quand même de se dire qu'on a une fuite de données avec des données quand même hyper confidentielles et les gens, ça tilte pas. Parce que tu disais c'est hyper nébuleux. Voilà, c'est ça, finalement. vraiment. C'est comme Moi, quand je tu parles trouve de cloud. Mais du coup, moi je me pose la question, bon, est-ce que vraiment c'est une problématique qui est liée à la sensibilisation ou à la méthode de sensibilisation? Est-ce que peut-être la manière dont on sensibilise, ça touche pas le grand public? Peut-être qu'on a une façon de sensibiliser qui est peut-être très professionnelle, et donc nous, en tant qu'experts, ça nous parle, ça nous dit des choses, mais quelqu'un qui n'a rien à voir dans cet écosystème-là, qui sont d'ailleurs les gens qui ont été touchés, en fait, ne sont pas réceptifs à la typologie de sensibilisation qu'on fait. Parce que si tu expliques concrètement, je pense que si tu prends quelqu'un dans la rue et que tu lui expliques concrètement que si on te vole cette information, on peut remonter jusqu'à potentiellement te prendre de l'argent, donc une conséquence pécuniaire, je pense qu'il peut prendre confiance. Ah, mais c'est là le sujet, il faut que tu arrêtes tout le monde dans la rue, un par un, pour lui expliquer le sujet. Non, mais est-ce qu'on a communiqué sur le risque? au JT de 20h
Mais est-ce que... alors, C'est une news comme une autre, en fait. Moi, tu vois, typiquement, j'ai fait une infographie pour relier chaque donnée à la conséquence directe. Si c'est le nom, voilà ce qu'on peut faire avec. Si c'est le numéro de téléphone, voilà ce qu'on peut faire avec. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas dans les grands médias, je n'ai pas vu de gens qui parlent un peu le langage de tout le monde en disant, voilà, concrètement, c'est ça ce qui va se produire. On nous a dit, vous avez perdu vos noms, vos prénoms, vos mails, vos numéros de téléphone, vos IBAN. Voilà la liste. Factuellement, concrètement, vous fait un rétexte, mais on n'a pas dit concrètement. Ça, c'est le risque. Ça, c'est le risque. Est-ce qu'on a parlé est-ce qu'on a sensibilisé les gens? Est-ce qu'on leur a expliqué ce que tu viens de dire aujourd'hui? Est-ce que les gens sont conscients? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Parce que les gens ils vont dire, bon, OK, il a mon IBAN, qu'est-ce qu'il va faire? Mais les gens, parfois, ils ont du mal à... Pardon? Ils prennent pas la mesure. C'est ça, mais ils estiment pas les conséquences. Donc c'est ça. Donc il y a un problème dans la manière dont on sensibilise. C'est pas peut-être tant qu'il n'y a pas de sensibilisation, c'est que le les messages ne discours. touchent pas. En fait, Le discours. il y a un gros sujet, et lorsqu'on parle justement des vulnérabilités des données qui vont être disponibles sur le web, etc., la plus grande problématique ici, ça va être, quand on parle de désensibilisation, finalement, on va remontrer un petit peu à la psychologie de l'humain, c'est tout simplement le complexe d'infériorité en se disant, mais de toute façon, je ne suis pas d'intérêt pour un attaquant, mes données ne vont lui servir à rien, ça ne me remontera pas jusqu'à moi. Et je pense que la finalité, c'est celle-ci, c'est de se dire, malgré le fait que je puisse être informé d'une brèche, malgré le fait que mes données puissent être disponibles sur le dark web et qu'un attaquant pourrait potentiellement créer un profil à mon nom, pourquoi il le ferait à moi? Je pense que la finalité, c'est celle-ci. Et je pense qu'une fois que... on a vu des exemples, avec cet exemple aux États-Unis, avec l'exemple de cette jeune Lilloise, Aymen, tout à l'heure, ça arrive, mais on n'en parle peut-être pas assez pour pouvoir justement montrer que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est peut-être ici la problématique. Vous avez peut-être raison. Moi, je vais vous faire un parallèle, parce que je vous écoute. On a convaincu Antoine. Je relativiserai, parce que, mine de rien, en termes de communication et de sensibilisation, à chaque public différent, on utilisera un vecteur et un vocabulaire différent. Ouais. Maintenant, je vais vous faire un parallèle avec le coup des airbags. On sait depuis un certain nombre de mois qu'il faut changer les airbags sur un certain nombre de modèles, Citroën, Peugeot, Patin Couffin. Bon. Et que ça peut être mortel. Mais il y a un certain nombre quand on entend effectivement le patron de Peugeot ou autre dire, mais on a encore tant de milliers de personnes qui n'ont toujours pas pris contact, qui n'ont toujours pas pris rendez-vous, qui n'ont toujours pas... Et là, on parle... C'est un danger de mort. Bon. Donc, la méthode de communication n'est peut-être pas la bonne. C'est là où je vous rejoindrai d'une certaine manière. Et pourtant, même sur quelque chose d'aussi critique que de se planter en voiture, le message passe pas. Y a-t-il vraiment une bonne solution autre que la contrainte? Est-ce qu'il ne faut pas pénaliser les gens qui ne changent pas leur mot de passe régulièrement ou qui ne complexifient pas suffisamment ou qui le réutilisent? C'est un peu d'État. Non, mais je suis volontairement provocateur comme d'hab. On retrouve encore des sites web où on ne force pas l'utilisation de caractères spéciaux lors de la création d'un... Voilà. Donc c'est vrai que ici, je pense on va mettre en place la police du web. Ah, tu vas être content, il y a un peu d'État. Voilà. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vont sur un site web, est-ce qu'ils font attention s'il y a du HTTPS ou pas? Mais non. Déjà? Mais évidemment, j'en suis on va beaucoup trop loin. C'est très simple. Autre chose, moi je voyage en train, en TGV, j'ai le Wi-Fi SNCF qui est ouvert, et moi je me connecte dessus pour travailler. Est-ce que tu lances ton VPN dessus? Parce que là, tu n'as plus de job. Là. Non, moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Sinon je serais pas là. Mais aujourd'hui, des gens c'est des cadres. Hein. C'est des cadres. Hein, on parle pas de. C'est des cadres dans des entreprises qui ouvrent son PC dans un TGV, qui se connectent sans rien, et après. Qui va prendre sa pause café et qui laisse son PC qui n'est pas déverrouillé. Aujourd'hui, on parle de cadre. On les voit tous les posts sur LinkedIn en ce moment. Il y a une jolie photo à faire. Ouais. Alors,
J'ai une autre question, et d'ailleurs qui rejoint la question de Sofiane. Donc Sofiane, on est connecté, on se pose la même question. Alors en termes de bons réflexes cyber, est-ce que tous les salariés sont placés à la même enseigne? Est-ce qu'on a des disparités, notamment soit en termes d'âge, de métier, de hiérarchie? Et donc comment on fait? Donc les dirigeants sont-ils par exemple plus en danger? Et Sofiane pose une question qui est similaire. Pensez-vous qu'il faille travailler sur des campagnes d'hameçonnage ciblées vers des catégories d'utilisateurs à risque, utilisateurs à privilèges, administrateurs financiers avec habilitation élevée? Donc cette question de savoir, est-ce qu'on doit quelque part faire des campagnes de sensibilisation qui vont être adaptées à un persona ou une typologie? C'est déjà le cas finalement pour les entreprises qui ont les moyens d'avoir des solutions de phishing, pour faire des campagnes de phishing. On sait cloisonner par famille des templates qui vont être plus pour les personnes de la finance, d'autres pour le marketing et les adresser. Donc ça existe déjà. La problématique, elle serait plus pour les entreprises qui n'ont pas ce type de solution, où on a une sensibilisation qui est faite par le responsable IT qui met tout le monde dans une salle auprès d'un petit déjeuner et puis qui explique qu'il faut changer les mots de passe et ça s'arrête là. En tout cas, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui fonctionnent plutôt bien. En plus, on a des reportings qui nous permettent d'affiner, de voir quelles sont les populations qui sont les plus à risque, et en plus qui s'adaptent aux dernières attaques les plus récentes, donc qui sont plutôt actualisées. Donc, ça existe déjà, après, à voir. Mais si on prend après, en termes de population, de type d'âge, je ne sais pas s'il y a vraiment des catégories. Il y a des gens qui s'intéressent à l'informatique, d'autres qui s'y intéressent pas. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Je suis assez d'accord. Il y a des solutions qui existent. Et oui, il faut, mais c'est un petit peu ce qu'on disait à l'instant, il faut lancer ces campagnes de sensibilisation par rapport à des typologies de population. On ne va pas communiquer vis-à-vis d'un COMEX de la même manière que vis-à-vis d'un opérateur dans une usine. C'est complètement évident. Son référentiel n'est pas du tout le même. Son logiciel n'est pas le même. Et pour compléter, il y a aussi la prise en compte de la cybersécurité dans les organisations. Quand vous avez des organisations où la cybersécurité, c'est vraiment un sujet, vous pouvez vous permettre de sensibiliser à peu près tout le monde à partir du moment où c'est quand même assez bien ciblé. Mais il y a des organisations où c'est un petit peu le star system et vous ne leur envoyez pas des campagnes, les gens se frustrent, ils ne sont pas d'accord. Et puis là, si ce n'est pas relayé par les hautes sphères de l'entreprise, vous êtes un peu tout seul, quoi. Donc c'est vraiment une culture d'entreprise aussi à avoir et il faut que ça vienne par le haut. Sinon, c'est compliqué. Alors, oui, maintenant, il faut aussi relativiser toutes les opérations que l'on peut mener en la matière, parce qu'on n'est pas les seuls à communiquer. Ah ouais, clairement. D'accord ? Donc, il y a la cyber, il y a l'incendie, il y a la sûreté, il y a la sécurité santé au travail. On est toute une sphère à présenter cette dimension du risque. Faut pas non plus noyer l'utilisateur sous tout ça, il pourra pas l'absorber. Nous-mêmes, on pourra pas l'absorber. Donc, faut quand même être assez humble sur la fréquence, le ciblage, et ainsi de suite, pour réussir à s'inclure dans les process du métier. Ce qui n'est pas toujours si simple. Alors, je vous partage à l'écran. J'ai vu que tu avais souri. Ça me fait toujours marrer le maillon faible. Voilà. Donc, effectivement, très souvent, on pointe du doigt les collaborateurs, les employés comme étant, ou l'être humain, comme étant le premier talon d'Achille dans une entreprise, le premier point d'entrée, la faille. Et donc, je voulais vous poser la question de savoir d'une part, est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement c'est lui la faille de l'entreprise? Ou est-ce que quelque part, il ne faudrait pas non plus mettre en place des solutions? Quelle est la part entre la faille humaine, la mise en place de solutions? Voilà, je voulais un petit peu votre avis sur cette partie-là. L'organisation peut dépenser des millions dans un SOC, un EDR et voilà toutes ces technologies qui permettent de protéger l'organisation. Maintenant, la finalité, c'est que les brèches de données viennent en majorité à plus de 80% d'un identifiant mot de passe. Tout simplement. Alors, lorsqu'on parle du maillon faible de la sécurité, j'ai envie de dire que finalement, c'est le côté imprévisible. On ne peut pas prévoir une attaque qui pourrait venir d'un identifiant, tout simplement. Parce qu'encore une fois, ça peut être un identifiant interne, ça peut être un identifiant d'un fournisseur. Mais le mot de passe, finalement, c'est la chose
que nous ne contrôlons pas dans une organisation. On ne peut pas contrôler quel est le mot de passe qu'a saisi l'employé. L'employé, lui, va utiliser ses mots de passe de manière à ce que ce soit simple pour lui, mémorable, il reste dans sa zone de confort, mais cette zone de confort, c'est peut-être ce mot de passe qu'il a créé en cours de technologie lorsqu'il était en 3e, et il a gardé le même depuis, même en étant dans une organisation où il devrait avoir justement un mot de passe un peu plus robuste. Et c'est vrai que la problématique ici, c'est toujours la même. Oui, en effet, l'humain est aujourd'hui en grande partie responsable, tout simplement parce qu'on ne peut pas contrôler l'humain. Je te rassure, hein, en 3e, j'avais pas de mot de passe. Ça s'appelait même pas 3e à l'époque. Ça n'existait pas. Les mots de passe n'existaient pas en la matière. Ah bah, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vraiment. Le passage au test, c'était... Alors Antoine, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Je t'ai vu réagir. Mais le maillon faible, c'est l'humain. Mais oui, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. L'humain n'est pas, c'est pas un objet parfait. Donc oui, il y a des failles, mais même quand on développe un logiciel, il y a des bugs. Mine de rien, qui a codé le logiciel? C'est de l'humain. Hein, bon, on citait l'exemple tout à l'heure, le gars qui met en prod une nouvelle appli, un nouveau serveur, qui se loupe sur le bon VLAN, qui l'envoie sur celui qui est exposé sur Internet, qui se fait poutrer, c'est une erreur humaine. L'homme est perfectible. Heureusement, quelque part. Maintenant, il sera toujours le maillon faible. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Mais on peut pas le faire on peut pas le faire culpabiliser. Si, quand même. Faut quand même toi, tout à l'heure, tu étais dans une dictature. Hein. Je précise que parmi les solutions que tu mettais en avant tout à l'heure, c'était une police du numérique. J'ai proposé la police du numérique. D'accord. Parce que j'adore être provocateur. Mais oui, clairement, il faut... mais ça revient au permis de conduire, au permis de conduire du digital. On a droit à l'erreur. L'utilisateur a droit à l'erreur. Oui, on va mécaniquement mettre en place des mécanismes de sécurité qui vont nous alerter en cas de déviance, en cas de prise de risque de l'utilisateur. Mais c'est comme dans une voiture, quand on commence à tirer un peu à gauche, il y a un petit voyant, une petite sonnette voire même la voiture qui va se redresser sur la ligne. Il faut ce petit voyant, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est à nous de concevoir ce tableau de bord. Hein, en bas des écrans, on nous fait de superbes écrans plats, magnifiques, etc. Eh bien, quelque part, peut-être qu'il nous manque tout bêtement, en dessous de l'écran, la série de petites LED qui nous dit fais gaffe, du coup, t'es en train de rouler à gauche. Ouais. Donc, yes, je sais pas. L'humain. Je suis volontairement. Alors, je suis d'accord. L'humain est le maillon faible, malheureusement, et ce sera l'humain dans tous les cas de figure. Hein. Sinon, ça marcherait tout seul. Mais où est-ce qu'on doit s'arrêter? Est-ce qu'on fait confiance à l'humain et on croise les doigts? Ou est-ce que on sait, c'est une évidence que l'humain c'est le maillon faible? Comment on pourra mettre les guardrails, les borders, les contrôles pour s'assurer que on peut identifier une erreur humaine parce qu'elle s'appelle erreur mais humaine. Donc elle existera toujours. Comment nous on pourra l'identifier assez rapidement pour ne pas laisser place à des surfaces d'attaque. Ouais, juste un point, ça dépend aussi où est-ce qu'on met le curseur, parce qu'on parle de maillon faible. La cyber, faut le concevoir comme un dispositif. Donc effectivement, il y a de la technique, il y a de l'humain. Néanmoins, s'il n'y a pas de filtrage de mail et qu'on ne met pas la technique qui va bien, le maillon faible il est quand même super exposé. Donc la responsabilité de l'entreprise, c'est peut-être de faire en sorte de minimiser le risque de ce maillon faible, puisqu'on l'a identifié.
Néanmoins, voilà, faut quand même mettre un certain nombre de moyens pour minimiser le risque, même si c'est pas un risque zéro. Et vraiment concevoir ça en tant que dispositif. Nous, on est intégrateur, on met des solutions, mais s'il n'y a pas de fonctionnel derrière, s'il n'y a pas de procédure, s'il n'y a pas une logique, une roadmap cyber, et là, on ne parle pas de techno, on parle plutôt d'avoir une vision assez globale de la cybersécurité. Là, vous avez un problème. Une vraie politique cyber, mais pas celle qui fait 3 pages et qu'on écrit pour opposer un certain nombre de corps d'État. Pour passer les C'est généralement du plagiat. C'est la vraie politique cyber de la réalité et du terrain. Opérationnel, c'est une politique. On arrive à la fin de cette émission. Je vais juste prendre une dernière question de Jean-Pierre qui pose la question de NIS 2, la directive NIS 2. Donc lui, il la pose de la sorte. Et donc, la directive NIS 2, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça va venir aider? Alors, je vais aller plus loin que Jean-Pierre. Je pense qu'il n'ose pas dire les choses. Est-ce que ça va vraiment nous aider ou est-ce que c'est la réglementation de trop? Est-ce qu'on est dans une forme d'inflation des réglementations ou est-ce que ça va venir apporter justement une couche? Les deux? Alors, on a une inflation de directives, de règlements généraux, etc. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ça va nous aider. Dis-moi si je me trompe ou pas, Antoine, c'est dans NIS 2 qu'aujourd'hui on va aussi mettre en place la responsabilité du... Dora. Si c'est dans NIS 2 ou c'est dans Dora? C'est ça le jeu. La responsabilité du RSSI, justement, va être engagée. Tu as peut-être raison, c'est peut-être dans Dora. Ouais. Peut-être dans Dora. En fait, aujourd'hui, les standards européens, qu'est-ce qu'on a? On a le Secnum Cloud pour pallier au Patriot Act américain qui, lui, on parlait de Microsoft qui nous sécurise, mais Microsoft, si on lui demande nos données, elle ne pourra jamais dire non, elle n'est pas amenée à nous le dire. On est d'accord? Et voilà, le standard, aujourd'hui, on a le RGPD ou le Secnum Cloud qui ne sont pas opérationnels. RGPD, ce n'est pas opérationnel. Aujourd'hui, on a Dora qui se tend plus vers qui se ressemble beaucoup à la PCI DSS. Et qui, elle, c'est vraiment un standard technique, bien détaillé. Et si on le suit, on a couvert la majorité des surfaces d'attaque. Oui. Voilà. Mais parce qu'elle rentre même dans l'humain, dans le background check, parce que c'est des données de paiement et autre chose. Donc aujourd'hui, toute initiative ne peut qu'avoir des avantages. Maintenant, comment on va l'appliquer, comment on va l'enforcer, c'est ça. Bien, on arrive à la fin. Tu voulais dire quelque chose, Antoine? Non. À toi le dernier mot. On arrive donc à la fin de cette émission. Clairement, on aurait pu passer plus de temps. Il y avait pas mal de choses à dire. Merci à tous ceux qui ont justement commenté, posé des questions. Malheureusement, je n'ai pas pu toutes les poser, mais je les ai bien vues. Merci également aux experts d'avoir répondu. On a bien ri aussi. Comme quoi, on peut apprendre des choses et rigoler. Donc ce soir, on était en partenariat avec l'ASPAS, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc pour aller plus loin sur ces thématiques-là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine émission Risque Intel Média. Bonne soirée à tous.